discipline dans l'application de ces mesures. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Commerces non essentiels resteront fermés pendant le confinement. Nous sommes en guerre. J'ai décidé d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus. Sentiment d'injustice à l'endroit des commerçants. Il y aura aucune possibilité pour les coiffeurs à domicile d'exercer. Un nouveau reconfinement. C'est le scénario. Et tous ces commerces, on les reçoit, on les accompagne, on Tu prépare. le dis comme un conseiller. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière visioconférence de Politéa pour l'année 2020. Cette conférence portera sur le thème de la réponse de l'Union européenne face à la crise du coronavirus. Je me présente, Audrey Hoffmann, je suis la présidente de l'association Politéa et avec Émilie Pinault, nous serons en charge ce soir de modérer la visioconférence. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Ces questions nous permettront d'animer la discussion au cours des différentes parties. Alors ce soir, nous sommes très heureuses de recevoir Monsieur Baudouin-Baudru, chef de la représentation française de la Commission européenne, et Monsieur Jérôme Soibinet, conseiller technique du Parlement européen, mais qui intervient ici en tant que chargé de cours à l'Institut d'études supérieures et catholiques, donc l'ICES, sur le droit et les politiques de l'Union européenne. Bonsoir messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir. Merci à vous de nous l'avoir adressé. Absolument. Je vous en prie. Alors, l'objectif de cette visioconférence va être de présenter les grandes actions de l'Union européenne, plus spécialement de la Commission européenne, et de définir les enjeux et challenges de cette réponse, et d'évaluer si les actions mises en place sont adaptées pour la gestion de la crise à laquelle nous sommes en train de faire face. Nous allons aborder 3 grands thèmes. Donc, tout d'abord, la réponse sanitaire, ensuite la réponse économique, et enfin la réponse sociale. Très bien. Alors, en guise d'introduction, une question qui vous est adressée, Monsieur Baudru. On voit aujourd'hui que la Suède a fait le pari de laisser tout ouvert, c'est-à-dire l'ensemble des commerces et des écoles. On a eu aussi un semblant de désunion économique au niveau des différents États qui n'étaient pas d'accord et qui ne sont pas encore d'accord sur le plan budgétaire. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans les bureaux de l'Union européenne à partir de février? Elle était assez discrète sur le sujet dans un premier temps. On a eu le sentiment d'une Union européenne assez désunie. Était-ce la réalité et cette réalité était toujours justement d'actualité? Alors, c'est une question essentielle dans tous les sens. Effectivement, l'existence de l'Union européenne et sa raison d'être. Alors, pour être très franc, en effet, au début de cette année, l'Union européenne a mis du temps à démarrer. Elle a mis du temps à démarrer peut-être pour 2 raisons principalement. D'abord, on avait une toute nouvelle équipe en place depuis le 1er décembre. Il ne faut pas oublier quand même que la Commission vient de fêter son premier anniversaire, si je puis dire, d'entrée en fonction. Deuxièmement, les compétences en matière de santé publique de l'Union européenne sont extrêmement limitées. On a un article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui décrit en gros quelles sont les compétences de l'Union européenne dans ce domaine, qui sont essentiellement des compétences de soutien aux États membres, de coordination, d'aide à la recherche des causes des maladies, etc. Mais rien finalement de très, très opérationnel et de très, très offensif, je dirais. D'ailleurs, quand on regarde le budget de la santé publique européen pour 7 ans, donc de la période qui se termine en décembre cette année, on trouve 450 millions d'euros en tout. Ça veut dire 12 centimes d'euros par Européen et par an. Ça, c'est le budget actuel de la santé publique européenne. C'est pas avec ça qu'on va déplacer les montagnes. Alors, encore une fois, je ne veux pas plaider, comment vais-je dire, innocent par rapport à ça. Il y a eu effectivement un problème de démarrage. Mais cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on a déjà lancé des actions au mois de janvier. En fait, au mois de janvier, le 17 janvier, le comité de sécurité sanitaire a tenu sa première réunion pour analyser l'impact potentiel de la crise.
Et le 28 janvier, en fait, on a déjà activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour organiser et cofinancer les rapatriements de citoyens européens de Wuhan en Europe, à la demande de la France. Et puis, il y en a eu d'autres qui se sont mises en route, et puis la machine s'est vraiment emballée, j'ai presque envie de dire, à partir du mois de mars, puisque jusqu'ici, l'Union européenne et la Commission en particulier ont pris un peu plus d'1 millier d'initiatives de toutes sortes. Et on pourra en parler un peu plus tard. Pour ceux d'entre ceux qui nous écoutent, qui ont eu comme étudiants, comme professeur cette année, je rappellerai une chose, c'est que l'Union européenne est d'abord et avant tout une organisation internationale. Donc, elle est composée essentiellement, pour ceux qui travaillent, qui la font vivre au quotidien, de gens qui, d'une part, font ou définissent le droit européen. Je ne parle pas simplement de la Commission, mais des institutions européennes en général. Définissent le droit européen au sens large du terme, le droit et les politiques européens. Et d'autre part, une autre catégorie de personnel, si je puis dire, de gens qui contrôlent la mise en œuvre de ce droit et de ces politiques. Mais pour rester collé au sujet de la crise sanitaire, l'Union européenne, et ni la Commission ni le Parlement n'emploient, par exemple, de personnel médical. L'Union européenne n'est pas en tant que telle gestionnaire d'hôpitaux, de soins de santé, etc. Donc, là où je serais pas moins sévère que M. Baudru, mais je dirais que là où les États membres eux-mêmes ont parfois été lents à la réaction, alors même qu'ils ont sous leur autorité les soins relèvent de la compétence des États membres, c'est un fait. Mais même là où les États membres eux-mêmes étaient lents, eh bien, il n'y avait pas de raison, si je puis dire, que l'Union européenne soit plus rapide, alors qu'elle n'a pas, outre la compétence au sens juridique du terme, elle n'a même pas l'expertise d'une politique de santé au sens de la politique des soins réels, si je puis dire. Donc je dirais qu'elle a été lente, oui. L'Union européenne, et je ne vais pas faire forcément à chaque fois le distinguo entre l'ensemble de l'Union, des institutions de l'Union et la Commission, mais elle a été lente, oui. Elle n'a pas forcément, proportionnellement à ce que sont ses responsabilités, été plus lente que certains États membres, par exemple. Très rapidement, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Saubinet, je pense effectivement que la solidarité européenne, elle existe vraiment, mais elle n'est pas spontanée. Elle doit être organisée, elle doit être coordonnée. Et effectivement, dans un cas comme cette crise inédite, ça a mis un peu de temps parce que les réflexes nationaux ont pris le pas. Mais cette solidarité, ensuite, s'est vraiment mise en ordre de marche, même avec des proportions qu'on n'a jamais vues. Mais là, on pourra l'évoquer. Partie sociale et solidarité. Première partie, donc on a déjà commencé à parler, la réponse sanitaire. Donc pour rappel, l'Europe est une des parties du monde les plus touchées par le coronavirus, que ce soit lors de la première ou de la deuxième vague. Depuis janvier 2020, c'est environ 18 millions d'Européens qui ont été contaminés par le virus et plus de 400 000 morts. Donc Monsieur Saubinet, Monsieur Baudru, vous nous avez rappelé donc les compétences de l'Union européenne en la matière, donc coordination et soutien, donc une compétence assez limitée. On va passer maintenant, je vais laisser la parole à Audrey pour nous parler des vaccins, notamment la recherche d'un vaccin.
Alors justement, tout d'abord, intéressons-nous à ce qui est l'enjeu principal aujourd'hui et dont les médias parlent en grande partie, c'est la recherche d'un vaccin. La recherche d'un vaccin, jusqu'à présent, on sait que l'Union européenne a signé 6 contrats avec des laboratoires pharmaceutiques afin d'assurer la plus grande réussite possible dans cette recherche. Deux laboratoires sortent du lot, c'est Moderna et Pfizer-BioNTech, qui sont les deux laboratoires les plus avancés aujourd'hui, dont les résultats d'ailleurs dépassent 90% de réussite. Et d'ailleurs, cette information justement aboutit à leur demande d'autorisation conditionnelle de la mise sur le marché à l'Agence européenne des médicaments. Et donc justement, cette information concorde avec la commande passée par l'Union européenne de 160 millions de doses de vaccins qui a été passée à Moderna le 25 novembre dernier. Alors la question que je vous adresse, Monsieur Baudry, est la suivante. Quand peut-on finalement espérer un vaccin disponible? Fin 2020 ou début 2021, peut-être plus tard? Et quelles sont finalement les grandes étapes une fois l'autorisation conditionnelle donnée? Alors, la réponse est oui en ce qui concerne les deux producteurs de vaccins que vous avez cités, hein, effectivement, Pfizer et Moderna, qui ont introduit cette demande de validation pour la mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments, validation au niveau scientifique, donc par cette agence, qui devrait être donnée autour du 29 décembre, donc avant la fin de cette année. Maintenant, la validation n'est pas l'autorisation de mise sur le marché, cette autorisation est accordée par la Commission. La Commission européenne a mis en place des mécanismes, des procédures et assuré des permanences, évidemment, pour pouvoir réagir dans les quelques jours qui suivront le résultat de l'analyse et de la validation par l'Agence européenne des médicaments pour décider de cette autorisation de mise sur le marché. Donc, en tout état de cause, je pense que début janvier 2021, il sera possible effectivement d'administrer ces vaccins dans l'ensemble des États membres qui ont contribué, qui ont participé à cette opération d'achat anticipé. Et la distribution sera faite au prorata de la population des États membres. Donc, il ne s'agit pas de favoriser les États membres les plus riches, par exemple, ou les plus grands et pas les autres. Donc, il y aura une répartition géographique équitable basée sur le nombre d'habitants de chaque État membre. Alors, évidemment, tout ce qui concerne la logistique maintenant, donc le stockage, le transport et ensuite l'administration elle-même donc de ces vaccins, tout ça relève effectivement des États membres en question. Donc la Commission ne va pas intervenir pour la distribution auprès des personnes, auprès des patients. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Donc, après avoir évoqué notamment les vaccins, question un peu plus épineuse, nous allons aborder le contrat qu'a signé la Commission, le contrat cadre, avec la société pharmaceutique Gilead, visant à fournir jusqu'à 500 000 traitements de Veklury, donc le nom commercial du Remdesivir. Il y a eu 36 pays signataires de ce contrat et le Veklury est le seul médicament bénéficiant d'une autorisation de mise condition sur le marché dans l'Union européenne en vue donc, du traitement de patients atteints de la Covid-19 et ayant besoin d'un apport en oxygène. Donc, ma question à M. Baudry est la suivante. Comment expliquer que ce médicament bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché conditionnel alors que l'OMS a déconseillé donc, son utilisation puisque, selon l'OMS, cette utilisation aurait un intérêt faible? Alors, cette expérience un peu malheureuse, c'est vrai, est due en partie, enfin je dirais principalement au fait que le producteur du Remdesivir n'a pas donné ou publié l'ensemble des informations qui auraient pu permettre de considérer que sur base de la première série d'informations scientifiques données, en fait, l'effet et l'impact positif sur les patients n'était pas absolument démontré sur base des standards médicaux actuels. Et effectivement, le fait que nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs, sous une pression vraiment très élevée pour pouvoir mettre des vaccins qui sont efficaces, mais aussi qui n'ont pas d'effets négatifs, etc., sur le marché, nous a poussé à
à utiliser effectivement ce qu'on appelle des fast track, donc des procédures accélérées, où on fait en sorte quand même, évidemment, de s'assurer qu'il n'y a pas de danger ou de risque particulier pour la santé par l'utilisation de ces vaccins, ce qui est le cas pour le remdesivir. Le problème du remdesivir, c'est pas qu'il est dangereux, c'est que son efficacité n'a pas été suffisamment démontrée. Hein. Et effectivement, nous sommes en étroite collaboration avec l'OMS, mais d'un autre côté, on s'est rendu compte aussi pendant cette crise que l'OMS a ses propres procédures, ses propres rythmes, et qu'il serait quand même pas mal que l'Union européenne se dote de ses propres procédures de validation médicale et scientifique, tout en restant coordonnée avec l'OMS, évidemment, mais de manière à pouvoir prendre des décisions plus rapidement avec toute la sécurité scientifique qui est nécessaire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce dont on parlera un peu plus tard, je crois, cette fameuse Union européenne de la santé, il y a ce développement des capacités d'analyse européennes qui permettra un peu de se rendre un peu plus autonome de l'OMS, si vous voulez, par rapport à l'analyse des situations de pandémie, etc. Alors, merci, monsieur, pour cette réponse. Justement, monsieur Sobinet, en réaction à ce que vient de dire monsieur Baudru, est-ce qu'on ne peut pas juger que cette réponse est quelque peu précipitée? Je parle de la réponse de l'Union européenne par rapport aux médicaments. Oui, je sais bien. Oui, alors, monsieur Baudru a raison de souligner la pression colossale qui repose sur les épaules des décideurs publics de manière générale, qu'ils soient européens ou nationaux d'ailleurs, pour arriver avec un vaccin le plus vite possible. J'ai cru noter rapidement aujourd'hui que le gouvernement, alors vous me direz c'est plus l'Union européenne, mais que le gouvernement britannique venait de valider le vaccin Pfizer qui serait disponible au Royaume-Uni dans les prochains jours, prochaines semaines, enfin, mais très rapidement en tout cas. Les Belges eux-mêmes, le gouvernement belge a déjà acheté pour 20 millions, enfin préacheté exactement 20 millions de doses de vaccins. Donc effectivement, la pression est très forte. Pour autant, à votre question, est-ce que la décision est précipitée? C'est difficile à dire. L'avenir le dira. Mais par expérience, je ne suis pas médecin, hein, mais on entend parler depuis des années, enfin moi qui suis un peu plus âgé que vous, on entend parler depuis des années de recherche sur des vaccins, sur des tas de maladies qui frappent encore de trop nombreux contemporains, et tout ça n'aboutit pas. Et sur ce virus qui il y a un an encore était parfaitement inconnu, en tout cas du grand public, semble-t-il, pour ce virus, on trouve quand même très rapidement un vaccin qui serait à entre 70 et 95, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais entre 70 et 95% fiable. Et en quelques semaines, mois, quoi. Alors, je conçois bien la pression qui existe, je conçois aussi les progrès qui ont été faits dans la recherche scientifique de manière générale, sans être de manière générale un adepte de la théorie du complot, hein, mais c'est vrai que je trouve ça un peu rapide, quoi. À une époque où on cherche encore des vaccins sur des tas de maladies très anciennes et très connues. Je vais prendre un exemple très rapide, je ne vais pas être trop long, mais pour la grippe, par exemple, qui est une maladie bien connue, chaque année, le vaccin est quand même incertain parce qu'on a une grippe qui varie. Donc, d'une année sur l'autre, on a un vaccin contre la grippe tous les ans, et tous les ans, vous avez, alors, j'ai plusieurs milliers de personnes, je n'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai un chiffre de 20 000 en tête pour la France. Mais de personnes qui, en dépit d'un vaccin, d'une maladie qu'on connaît depuis des décennies et de vaccins qu'on a depuis des années, il y a chaque année des milliers de morts de la grippe en France. Donc, je ne vois pas bien comment, en quelques mois,
on aurait pu obtenir un vaccin fiable et qui soignerait une maladie dont les scientifiques eux-mêmes, c'est pas moi qui n'y connais rien, qui donne un avis, mais les scientifiques eux-mêmes s'accordent à dire qu'il a déjà muté plusieurs fois. Donc, sur quelle souche de la maladie, du virus, pardon, les labos se sont-ils basés pour établir leur vaccin? Parce que ils n'ont pas trouvé ça en une semaine. Donc, si la souche a changé depuis, il y a des gens qui ont été malades du Covid plusieurs fois. On n'est pas immunisé. Un de mes fils a été touché. Il dit, ça y est, je suis tranquille. Et le médecin lui a dit, non, te réjouis pas trop vite. C'est pas réglé. Donc voilà. Donc, j'ai pas de réponse définitive à votre question. Oui, non, est-ce que c'est plus rapide? Trop rapide. Je dirais qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'un vaccin peut, je ne vais pas dire faire autant de mal que le virus, évidemment non, mais peut avoir des effets indésirables. Et donc voilà, il faut être extrêmement prudent. Je sais que les opinions publiques sont désireuses, enfin beaucoup en tout cas, d'une solution pour sortir de cette situation, et notamment aussi pour une raison sanitaire, mais aussi pour des raisons économiques, pour qu'on puisse reprendre une activité économique et une vie sociale, même plus largement, plus intéressante. Mais il faut être quand même extrêmement prudent. Et sur une dernière remarque sur les outils de l'Union européenne, je n'ai pas la liste en tête, mais l'Union européenne est quand même déjà dotée, quand même, me semble-t-il, d'un certain nombre d'outils en termes de recherche, en termes sanitaires, ne serait-ce que l'Agence européenne du médicament, par exemple. Est-ce qu'il est nécessaire de rajouter encore une structure? Est-ce que les précédentes n'ont pas fait, ou alors les précédentes n'ont pas fait la preuve de leur efficacité? Mais est-il nécessaire de rajouter une structure supplémentaire à celle qui existe déjà? La question reste ouverte, mais je crois qu'effectivement on y reviendra. Voilà, désolé, ça va être un peu long. Ouais. Donc oui, on va aborder l'Union européenne de la santé. Donc c'est notre dernier point de ce plan sanitaire. Donc la Commission européenne a annoncé le 11 novembre la volonté d'une construction d'une Union européenne pour la santé, et un soutien financier serait apporté par l'intermédiaire d'un futur programme l'UE pour la santé, doté d'un budget de 5 milliards d'euros sur 7 ans. Oui. Ainsi que par des fonds structurels et de soutien à la recherche et à l'innovation dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, Monsieur Baudru, pouvez-vous nous en dire plus sur cette Union européenne pour la santé? Alors, en fait, le titre est peut-être un peu trompeur. Quand on veut mettre en place une Union européenne de la santé, ça peut être perçu et compris comme établir une nouvelle compétence au niveau de l'Union européenne en matière de santé publique. En fait, c'est pas ça du tout. Il faut lire le titre dans son entièreté, construire une Union européenne de la santé, : une Europe mieux préparée aux crises et plus forte dans sa riposte. Alors, l'idée, c'est en effet que on déploie bien davantage les capacités que nous avons aujourd'hui et qui n'ont pas été toujours à la hauteur. On l'a vu malheureusement au début de la pandémie quand elle est arrivée en Europe. On a donc tiré les leçons de ce qui s'est passé et surtout de ce qui ne s'est pas passé ou ce qui ne s'est pas passé correctement ou suffisamment pour faire une série de propositions de renforcement notamment des capacités des agences qui sont en charge justement de la gestion, de la prévention, de l'analyse, etc. des maladies pandémiques. Donc notamment le centre de coordination et de prévention des maladies, ainsi que l'Agence européenne des médicaments. Cette Union européenne de la santé vise en fait à mettre en place des capacités qui n'ont pas été suffisamment solides pour faire face à cette pandémie, et donc effectivement se diriger vers un système qui sera beaucoup mieux coordonné entre les États membres, où on sera par exemple en mesure de savoir
à tout moment quelles sont les capacités d'accueil dans les hôpitaux de l'ensemble de l'Union européenne, de manière à pouvoir répondre lorsqu'une crise se développe dans une région d'Europe par un mécanisme de solidarité qui permettrait, par exemple, de transférer des patients de cette région vers des hôpitaux d'un autre État membre frontalier. Ça s'est produit effectivement entre, vous vous souvenez, dans la région Grand Est, il y avait eu effectivement un foyer du Covid-19 au début de la pandémie. Et au bout d'un moment, effectivement, des hôpitaux allemands de la Forêt-Noire ont accueilli des patients. Mais ça a mis du temps, on n'avait pas les informations, et ce manque d'informations harmonisées et centralisées au niveau européen s'est avéré un réel problème pour justement la mise en route de cette solidarité dont on parlait tantôt, qui n'est pas spontanée, qui doit être organisée. Donc c'est une manière effectivement d'organiser de manière très concrète la solidarité sanitaire, je dirais, au sein de l'Union européenne, en donnant des moyens, des capacités, des leviers également à ces agences pour pouvoir obtenir des États membres les informations dont on a besoin pour que les choses fonctionnent mieux. Alors, vous avez peut-être noté, celles et ceux qui ont suivi le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le 16 septembre dernier au Parlement européen. Elle a évoqué la possibilité de développer une véritable politique de santé publique européenne, c'est-à-dire une politique qui aille au-delà de ce qui est prévu aujourd'hui à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais elle a dit, ce que je souhaite, c'est que ce sujet qui est tellement important pour l'ensemble des citoyens européens soit débattu, soit discuté au cours de cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Union européenne qui devrait débuter, en tout cas c'est les dernières informations que j'ai reçues cet après-midi, qui pourrait débuter encore cette année sous présidence allemande et qui devrait se terminer sous présidence française en 2022. Alors c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui occupe tout le monde, pas seulement les professionnels de la santé, mais tout le monde, parce qu'on est tous des patients, des malades potentiels, et donc ce sera certainement un des sujets principaux qui seront discutés au cours de cette conférence. Et alors, en fonction des résultats, si manifestement une grande majorité ou une majorité des citoyens européens demandent aux institutions européennes de prendre une initiative pour créer une véritable politique de santé publique qui aille au-delà de l'article 168 actuel, eh bien, la Commission, par le truchement de sa présidente, enfin, telle qu'elle l'a présentée en septembre dernier, prendra en considération justement l'opportunité de faire une proposition, de créer de nouvelles compétences, ce qui voudra dire forcément de modifier le traité. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour clôturer cette partie, donc une dernière question qui est adressée à M. Sobinet. Nous avons observé lors de la première vague, donc à partir de février-mars 2020, que les États ont eu des réactions justement, comme vous le disiez, M. Baudru, assez divergentes en matière de santé. De manière générale, on parle souvent d'opposition entre l'Union européenne de l'Ouest, de l'Est, les pays du Nord vis-à-vis aux pays du Sud au sein de l'Union européenne. Et de ce fait, est-ce qu'une telle union de santé est-elle réellement réalisable? Et est-ce que finalement, ce projet n'entrave-t-il pas les compétences nationales en matière de santé?
je dirais que je n'y vois pas un problème en soi. C'est-à-dire que chaque État membre a réagi en fonction de la situation qui était celle de ses compatriotes, en fonction d'une forme de culture aussi. Il faut bien dire ce qui est. Nos États, chacun des États membres de l'Union européenne il n'y a pas 27 cultures différentes, mais il y a quand même des approches différentes. Alors, Monsieur Sauvinet, excusez-moi, pourriez-vous juste parler beaucoup plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on a de grandes difficultés à vous entendre. D'accord, bon, je vais parler plus fort. Alors. Merci beaucoup. Ça va mieux comme ça? Oui, je pense que ça a l'air d'être mieux. Voilà, allez-y. Donc, je disais, il n'y a pas 27 cultures à proprement parler différentes ou types de réactions différents par rapport à des situations comme celle-là. Mais pour autant, en fonction de situations différentes, en fonction d'une approche différente, et en fonction aussi, de manière beaucoup plus prosaïque, en fonction d'infrastructures médicales différentes. La réaction des États membres était par nature différente, voire divergente. Mais ce n'est pas une difficulté en soi. La coopération entre la France et l'Allemagne que M. Baudry mentionnait tout à l'heure, la France et l'Allemagne ont eu des approches différentes sur le sujet, sur les réactions à avoir face à la pandémie. Quand il s'est agi de solidarité entre la France et l'Allemagne pour des régions, en plus pour une région frontalière qui est habituée à ce genre de coopération, la question ne s'est évidemment pas posée. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus faire apparaître les approches, les réactions différentes qui ont été celles des États membres comme une remise en cause structurelle de la construction européenne. Déjà, parce que pour des raisons de compétence, on l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter, et puis deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas avoir une approche binaire du sujet, et ce n'est pas parce que la France a réagi différemment de l'Italie, de l'Espagne ou de la Suède, dont vous parliez tout à l'heure, qu'ils ont décidé dorénavant de ne plus jamais rien faire ensemble. Il n'y a pas de noir et de blanc, il n'y a pas de manichéisme dans cette affaire. C'est juste des approches différentes qui n'empêchent pas des collaborations fructueuses. Merci beaucoup, Monsieur Sauvinet, pour cette réponse. Nous allons passer maintenant à la partie la plus importante, qui est la réponse économique de l'Union européenne. Donc, quelques chiffres. Selon les prévisions économiques de l'été 2020, l'économie de la zone euro devrait enregistrer une contraction de 8,7% en 2020 et croître de 6,1% en 2021. Et l'économie de l'Union européenne devrait quant à elle se contracter de 8,3% en 2020 et croître de 5,8% en 2021. Donc, depuis la première vague, la Commission a tout d'abord opté pour la souplesse et a exceptionnellement levé la limite des 3% du PIB pour le déficit public et des 60% du PIB pour la dette publique, donc permettant aux États un soutien à leur population en déclenchant la clause dérogatoire générale. Donc, question à M. Baudru, combien de temps encore cette clause va-t-elle rester effective? Alors, je pense que, outre le fait que certains pays ou certains responsables politiques, c'est pas nouveau, mais c'est certainement le cas aujourd'hui, remettent en cause la pertinence de maintenir ces limites d'endettement et de déficit lorsqu'on traverse une crise qui va malheureusement durer un certain temps quant à ses conséquences. D'autres, par contre, considèrent que ces cibles sont absolument indispensables pour s'assurer que l'ensemble des États membres qui font partie du club de la zone euro en particulier
mettent un peu de l'ordre dans leur trésorerie, dans leur budget, et finissent par retrouver l'équilibre, ce qui est effectivement un objectif vertueux, parce que quand on est en déficit excessif et qu'on a une dette qui malheureusement aujourd'hui en France va sans doute avoisiner les 120% du PIB, c'est difficile de trouver de la marge financière pour investir là où on doit investir, que ce soit en recherche, développement, que ce soit dans le domaine social, l'éducation, la rénovation thermique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette clause dérogatoire, elle restera en vigueur aussi longtemps qu'elle fera du sens, en tout cas. Parce que ce n'est pas la peine de la remettre en vigueur et de terminer l'analyse de la situation dans les États membres en disant que 3/4 des États membres ou plus ne satisfont pas à aucun des deux critères. Il faut donc que ça fasse du sens, et ça fera du sens à partir du moment où effectivement on aura renoué avec un retour de croissance qui permette effectivement de recréer de la richesse, d'augmenter les revenus des trésors nationaux, et donc de définir une perspective ou une trajectoire, je dirais, sur le moyen et effectivement un peu le long terme aussi, de retour à l'équilibre. Donc, cette clause qui est vraiment exceptionnelle et dont il y a un an, personne n'imaginait même qu'on allait une fois l'utiliser, bien évidemment, elle a été absolument nécessaire et indispensable pour permettre aux États membres de prendre des mesures massives de soutien à leur économie, aux salariés, aux entreprises, aux PME, etc. Effectivement, une fois qu'on aura comment vais-je dire, une sorte d'assurance que les choses se remettent en route, et que aussi dans le contexte international, parce qu'il ne faut pas oublier que en plus de cette pandémie, on a essuyé en Europe aussi quand même des difficultés par rapport à nos relations commerciales avec notamment les États-Unis. Il y a le Brexit également qui crée beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas si d'ici la fin de l'année, on finira par avoir un accord ou pas. Mais tout ça crée quand même pas mal d'incertitudes sur les perspectives de développement, de croissance des entreprises. Donc, je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour de remettre ces limites de déficit et de dette très rapidement en vigueur, mais on ne perd pas de vue la nécessité d'avoir quand même un cap sur le moyen et le long terme. Et d'ailleurs, ça s'applique également à la flexibilité qu'on applique aujourd'hui aux aides d'État, qui était aussi une décision extrêmement importante et avec une portée considérable, pour permettre effectivement aux États de soutenir financièrement, notamment par des rachats de participation ou des réductions de dette des entreprises importantes, que ce soit Air France, par exemple, en France. Donc, là aussi, cette flexibilité, elle n'est pas infinie en termes temporels, et elle va se réduire et puis se terminer quand les choses seront revenues effectivement dans l'ordre. Donc, je ne peux pas vous donner un délai ou une échéance, mais cette clause restera en vigueur aussi longtemps qu'elle aura du sens. Très bien, merci beaucoup. Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais que nous nous attardions un instant sur le plan de relance Next Generation European Union. Ce plan de relance, il représente aujourd'hui 750 milliards d'euros, dont 390 milliards sont financés par l'Union européenne. Le reste est de la dette, est un emprunt. Donc, le plan européen va ainsi financer des programmes nationaux dans l'ensemble des États membres sous forme de subventions, donc 390 milliards d'euros et donc 360 milliards d'euros de prêts. Chaque pays peut ainsi compter sur une enveloppe partiellement prédéfinie, semble-t-il, et qui dépend notamment de sa population, de son PIB par habitant et de son taux de chômage avant le début donc, de la pandémie. Pour cette période de chômage, ils prennent en compte la période allant de 2015 à 2019. Et on a pu observer que le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen doivent encore voter le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027, auquel est adossé justement le plan de relance.
Alors, le 10 novembre dernier, les équipes des négociations ont trouvé un accord après 10 semaines de pourparlers. Cependant, un accord que la Hongrie et la Pologne ont décidé de bloquer en cause de leur refus de lier le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Alors justement, Monsieur Baudry, je vous pose la question, quelles sont déjà les grandes étapes du plan européen et que peut-on espérer, quand peut-on, pardon, espérer voir le versement des premières subventions? Alors, les grandes étapes, c'est effectivement d'abord, et vous l'avez dit, d'avoir obtenu un accord entre le Parlement et le Conseil des ministres sur le cadre financier pluriannuel et aussi certains aspects de Next Generation EU, même si le Parlement formellement n'est pas co-législateur ou co-décideur, si vous voulez, pour le Next Generation EU. Enfin, c'est comme ça. Là, on a trouvé un accord, et d'ailleurs un accord plutôt positif dans la mesure où grâce au Parlement, on a pu réabonder, si je puis dire, certaines enveloppes qui, pour la Commission, lorsqu'elle a fait ses propositions au mois de mai, étaient des enveloppes extrêmement importantes aujourd'hui, notamment la fameuse enveloppe pour le programme de santé, qui avait été rabotée de manière assez radicale par le Conseil européen de juillet. Donc, on est remonté à 5 milliards, un peu plus de 5 milliards, ce qui est très bien. Erasmus fait partie aussi des programmes qui bénéficient de cette augmentation. Donc là, on a une base qui nous semble, je dirais, correcte par rapport aux besoins que nous avons identifiés. Mais effectivement, c'est malheureusement pas la fin de l'histoire, parce que avant qu'on puisse véritablement utiliser ce budget européen pluriannuel et Next Generation EU, les 750 milliards, il faut qu'on ait un accord unanime au Conseil, c'est-à-dire qu'il y a un droit de veto sur à la fois le cadre financier pluriannuel, donc cette décision globale qui équivaut donc à 1074 milliards, mais aussi la décision qu'on dit la décision des ressources propres, qui est une décision indispensable pour que la Commission puisse emprunter sur les marchés les 750 milliards dont on a parlé. Et donc, tant qu'on n'a pas levé le veto qui, pour le moment, que 2 États membres menacent d'utiliser par rapport à ces 2 décisions-là soumises à l'unanimité, malheureusement, on n'a pas de perspective sur à quelle date on pourra effectivement commencer à emprunter, on pourra commencer à organiser et transférer des fonds vers les programmes nationaux, etc. Donc, il faut d'abord résoudre ce problème. Ce sont des négociations extrêmement délicates. Ces 2 États savent très bien qu'ils ont ce pouvoir de blocage. D'un autre côté, ces 2 États sont parmi, notamment la Pologne, les principaux bénéficiaires de Next Generation EU et du cadre financier pluriannuel. Donc, c'est quelque chose qui est un peu schizophrénique de leur part, de bloquer sur une question de principe, parce qu'ils considèrent que ce dispositif qui conditionne l'accès aux fonds européens au respect de l'état de droit, ils considèrent que c'est quelque chose qui a été conçu contre eux deux, principalement, et ne s'appliquerait pas aux autres États membres. C'est faux, évidemment. Je crois que la présidence allemande a fait déjà pas mal d'efforts pour essayer dans ce fameux règlement, parce que ça c'est un règlement, c'est une décision séparée, règlement qui n'est pas soumis à l'unanimité d'ailleurs, pour trouver dans ce règlement un langage qui soit plus neutre et qui permette d'affirmer, et ce qui est le cas d'ailleurs, que ce règlement ne vise pas 2 États membres spécifiquement. Mais pour le moment, on n'est pas encore malheureusement arrivé à un accord avec ces 2 États pour débloquer cette menace du droit de veto. Imaginons, et je souhaite que ça se fasse avant la fin de l'année, ça voudra dire qu'une fois que les 2 décisions auront été adoptées à l'unanimité au Conseil des ministres, nous pourrons dès janvier lancer des emprunts sur les marchés financiers pour pouvoir abonder effectivement ce Next Generation EU avec ses 750 milliards et commencer effectivement à, comment vais-je dire, transférer ces montants correspondant aux allocations nationales vers les États membres. Compte tenu des procédures d'appel sur les marchés, etc., il n'est pas raisonnable d'imaginer que si nous avons un accord global encore en décembre pour Next Generation EU et le cadre financier, qu'on puisse vraiment transférer les montants empruntés avant mai-juin de l'année prochaine.
ce qui n'empêche pas, évidemment, par exemple, France Relance, hein, donc le plan de relance français, de commencer déjà à sortir ses effets sur base simplement de la partie française du financement, puisque sur 100 milliards, je rappelle que 40 milliards proviendront de Next Generation EU. Alors, je dois quand même ajouter une précision, c'est que ce transfert ne sera pas automatique simplement parce que l'État membre a un tel taux de chômage et dispose d'un tel nombre d'habitants. Il faut que les États membres qui souhaitent bénéficier de Next Generation EU, et à travers ce qu'on appelle la facilité pour la relance et la résilience, il faut qu'ils déposent un plan de relance. Un plan de relance qui est examiné par la Commission européenne et qui doit obtenir de certaine manière un accord de la Commission européenne par rapport aux conditions d'utilisation de ces fonds. Parce que, évidemment, vous vous souviendrez tous que ces négociations au mois de juillet ont été assez dures, que certains États membres, notamment du nord de l'Europe, avaient mis des conditions très fortes et d'ailleurs étaient relativement opposés aux subventions. On n'acceptait que les prêts. Finalement, ils ont accepté les subventions, grâce notamment au président Macron, mais aussi à Angela Merkel, mais ils y ont mis des conditions. Et certaines de ces conditions, c'est par exemple de conduire certaines réformes, de préparer des investissements qui soient des investissements productifs, c'est-à-dire qui améliorent la capacité de production et de la productivité des entreprises, etc., etc. Donc, ce n'est pas un chèque en blanc. Ces montants seront versés aux États membres sur base des projets de plans de relance nationaux et à condition d'être validés par la Commission européenne. Et il n'y a que s'il y a vraiment un gros problème avec un plan de relance national que ça peut remonter au Conseil européen où il y aura un échange, mais il n'y aura pas de droit de veto. Et ça, c'est très important. Je crois que Clément Beaune l'a répété. L'accord de juillet dernier, arraché un petit peu au forceps, il faut bien le dire, pour certains aspects, ne prévoit pas un droit de veto, par exemple, des Pays-Bas, je vais dire comme ça, contre le plan de relance français. Ça, c'est pas possible. Un État membre ne pourra pas bloquer, il n'y aura pas de droit de veto, mais il y aura une discussion pour s'assurer que le plan de relance français, pour citer celui-là, remplit effectivement les conditions prévues par le règlement sur la facilité pour la relance et la résilience. Monsieur Soabinet, pouvez-vous nous en dire plus? Justement, on a déjà évoqué les vétos les menaces de veto de Polonais et Hongrois. Est-ce que cela représente une menace pour l'intégration de l'Union européenne? Oui, sans doute. Sans doute, et je dirais qu'avec cette... Pourriez-vous parler plus fort, s'il vous plaît, monsieur? Excusez-moi, j'ai oublié. Il n'y a pas de souci. Je dis qu'avec ce débat autour des vétos, des menaces de veto polono-hongrois, on est, selon moi, au cœur du problème, au cœur des problèmes des institutions européennes, de manière générale, et de la construction, plus largement de la construction européenne. Il y a selon moi, dans ce débat, un profond duel de légitimité. Vous avez d'une part deux gouvernements qui ont pour l'un été élus et réélus, et pour l'autre élus et réélus deux fois. Sur un programme politique qui, on l'aime pas, peu importe, c'est pas la question ici. C'est sur un programme politique assumé, sur une ligne politique qu'ils ont eue pendant les campagnes électorales, qu'ils ont menées pendant leur mandat précédent, et qu'ils continuent de mener. Donc vous avez cette légitimité directement démocratique, si je puis dire, et éminemment politique. Et de l'autre côté, vous avez des institutions européennes qui ne sont pas forcément illégitime. Je n'ai pas dit qu'il y avait une part de légitimité, un camp de la légitimité et un camp de l'illégitimité, mais vous avez en face des institutions européennes dont la légitimité, en tout cas démocratique directe, est quand même sensiblement moindre. Tout le monde s'accorde à dire, il y avait encore cette semaine au Parlement des réunions, au Parlement, via des écrans évidemment là aussi, mais des réunions de la Commission des affaires constitutionnelles qui soulignaient combien le Parlement européen était par nature, d'une certaine manière, l'institution démocratique
par excellence au sein des institutions européennes, mais que pour autant, cette même institution souffrait d'une forme de déficit démocratique. Et c'est pas les eurosceptiques, si on parlait en termes binaires, c'est pas des eurosceptiques qui disaient ça, c'est à l'inverse les plus europhiles des députés qui le disaient et qui, pour pallier justement à ce déficit, disons, ou cette lacune, ou cette faiblesse, peu importe le mot, promeuvent les idées ou les suggestions d'avoir des candidats, enfin des listes transnationales ou le système du Spitzenkandidat, mais bon, on ne va pas revenir ici, ce n'est pas le sujet. Donc on a affaire dans ce débat entre les vétos hongrois et polonais et les institutions au cœur, selon mon humble avis, au cœur de des difficultés que rencontrent les institutions européennes. Et ce n'est pas propre à la Pologne et à la Hongrie. Si je retrouve les quelques notes que j'ai prises en préparant, la Cour de justice, le tribunal constitutionnel allemand a, en mai dernier, rendu un arrêt qui a fait grand bruit. Alors, on n'a pas le temps ici de trop détailler, mais dans lequel je cite les juges constitutionnels allemands qui disent, je cite l'arrêt, « Il découle de la continuité de la souveraineté du peuple ancrée dans les États membres et du fait que les États membres demeurent les maîtres des traités, que les États membres ne peuvent être privés de droit du vérifier que le programme, etc. » Une seule condition une seule réserve à cette affirmation de la Cour, du tribunal constitutionnel allemand, je cite de nouveau le tribunal constitutionnel, au moins jusqu'à la création formelle d'un État fédéral européen et au changement explicite du sujet source de la légitimité démocratique auquel il faut procéder alors. C'est-à-dire que le juge constitutionnel allemand, pour faire court, parce qu'on pourrait faire une soirée là-dessus, enfin, je sais pas une perche que je vous tends, mais c'est je pense, avec ou sans moi, peu importe, mais c'est vraiment un sujet fondamental. Et cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande a fait grand bruit, puisque Madame von der Leyen elle-même, dès le lendemain ou le surlendemain, M. Baudruc pourra me corriger, mais en tout cas, dans des temps extrêmement courts, Madame von der Leyen allemande elle-même a jugé bon de menacer, enfin le terme là encore est un peu fort, mais elle a eu quand même des mots assez durs, de menacer l'Allemagne d'une procédure, le terme m'échappe, mais d'une procédure comme quoi l'Allemagne ne respectait pas les traités en admettant que son tribunal constitutionnel rende un tel arrêt, qui remettait en cause, alors pour la petite histoire, qui a quand même son importance, qui remettait en cause un principe fondateur et fondamental de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Mais, et donc, je cite cet autre exemple pour dire que ce duel, si je puis dire, de légitimité n'est pas propre, c'est pas le gouvernement hongrois de M. Orban ou le gouvernement polonais de M. Duda, enfin la présidence de M. Duda et le gouvernement, qui sont un problème. Les juges constitutionnels allemands ont eux-mêmes souligné l'absence, si je puis dire, à ce jour en tout cas, l'absence d'un peuple européen, ce qu'ils appellent un peuple européen, auquel correspondrait, donc un démos, auquel correspondrait à une démocratie européenne qui absorberait. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des compétences. Et de la même manière qu'une compétence, on l'a ou on ne l'a pas, on peut la partager éventuellement, mais il y a un titulaire de la compétence qui peut éventuellement déléguer une partie ou la partager avec quelqu'un d'autre, mais il y a un titulaire. De la même manière, selon le juge constitutionnel allemand, il y a une
une souveraineté des États membres qui est incontestable, juridiquement incontestable, et que les États membres peuvent partager. Le tribunal constitutionnel allemand ne dit pas l'Allemagne ne peut rien faire, et dit simplement que l'Allemagne a délégué une part de sa souveraineté à l'Union européenne, mais que cette délégation se fait sous le contrôle, ne doit pas violer à l'inverse la Constitution, la loi fondamentale. En Allemagne, on appelle ça la loi fondamentale allemande, et que ce qu'ils appellent le programme, ce que la Cour allemande appelle le programme d'intégration, ne peut pas porter atteinte à ce qui apparaîtrait aux juges constitutionnels allemands comme ce que les juges constitutionnels français appellent l'identité constitutionnelle de l'Allemagne. Le Conseil constitutionnel a défini l'identité constitutionnelle de la France. Eh bien, les juges allemands estiment que même un principe aussi fondamental réaffirmé par la Cour de justice de l'Union européenne que celui de la primauté du droit, eh bien, ne vaut pas lorsque le juge constitutionnel allemand estime que la loi fondamentale a peu ou prou été violée, enfin si ce n'est violée, en tout cas remise en cause ou non respectée. Donc voilà, avec ce débat des Polonais et des Hongrois, on est au cœur, c'est un révélateur d'une difficulté de la construction européenne, mais c'est pas comment dirais-je, c'est pas un épiphénomène, voilà. C'est pas marginal. Très bien. Ouais. Si je peux juste ajouter quand même deux choses, je pense que c'est important. Je ne pense pas que la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne soit vraiment comparable avec la situation hongroise et polonaise, entre nous. Si un parti politique développe une campagne électorale avec des propositions qui sont manifestement incompatibles avec l'article 2 du traité sur l'Union européenne, alors que le pays a souscrit à ce traité de manière souveraine, je pense qu'il y a un véritable problème quand même. Ce n'est pas une question de primauté du droit européen, c'est simplement de la cohérence entre l'appartenance à l'Union européenne sur base des traités que chaque État a lui-même approuvés par ratification et un programme politique national qui inclut des éléments qui ne sont pas compatibles. Je pense par exemple aux zones sans LTI en Pologne. Je suis désolé, mais c'est une situation qui est absolument incompatible avec l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Et deuxième chose, c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut considérer que le caractère démocratique de l'Union européenne est plus faible que celui qui existe dans les États membres. Mais je pense qu'il faut relativiser ça parce que la présidente de la Commission européenne, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, elle a été élue par le Parlement européen, lui-même élu directement par les citoyens européens. Français, est-ce qu'il est élu par les citoyens? Non. Il est soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale et c'est sur cette base que effectivement il peut travailler. Mais la présidente de la Commission et finalement toute son équipe aussi ont été approuvés, donc ils passent effectivement par cette approbation formelle du Parlement européen pour pouvoir entrer en fonction. Bon, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire sur le contrôle démocratique du Parlement européen sur la Commission européenne, mais là aussi on pourrait organiser une soirée là-dessus si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je peux... Nous verrons cela. Alors justement, dernière question qui porte sur cet aspect économique de la crise. Le 2 mai 2020, la Commission européenne a présenté ses propositions sur le cadre financier pluriannuel, donc toujours sur la période 2021 à 2027. Le budget à long terme de l'Union européenne s'élèverait à plus de 1824,3 milliards d'euros. Comment l'Union européenne va faire pour avoir un budget aussi conséquent de 2021 à 2027? Et deuxième question, est-ce que la réponse à la crise du coronavirus va avoir un impact sur les autres mesures ou projets annoncés par la Commission? Je vous pose la question, Monsieur Baudry. Alors, comment est-ce qu'on va obtenir ce montant, effectivement, d'une amplitude inédite au niveau du budget européen? Tout simplement, en ce qui concerne la partie cadre financier pluriannuel, c'est la procédure normale, c'est-à-dire qu'on obtient l'accord de l'ensemble des États membres
pour qu'ils contribuent au budget européen à hauteur de 1074 milliards sur 7 ans. Hein. Et en fait, il y a tout un système de calcul des contributions en fonction de, du PIB national, mais il y a aussi des ressources propres quand même. Et ça, c'est un point important d'ailleurs pour l'aspect Next Generation EU, c'est-à-dire des ressources qui alimentent le budget européen sans passer par les trésoreries nationales. Notamment les droits de douane à l'entrée. Il y a aussi il y a quelques trucs comme ça. L'ensemble fait une contribution globale pour 7 ans de 1074 milliards. Alors, les 750 milliards, ça c'est une autre chose, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait nouveau, en tout cas pour alimenter le budget européen aux fins qu'on a décrites tout à l'heure. En fait, on a obtenu des États membres, de l'ensemble des États membres, un engagement qui est formel, qui est juridique dans cette fameuse décision ressources propres, de contribuer au budget européen si, d'aventure, les bénéficiaires de ces 750 milliards, donc les États membres qui en bénéficieront, ne le remboursent pas à temps, et si, par ailleurs, il n'y a pas de nouvelles ressources propres qui permettraient d'alimenter le budget européen pour rembourser ces emprunts sur les marchés financiers. Donc, les ressources propres sont vraiment un élément clé de cet accord global, parce qu'effectivement, tout le monde espère qu'on aura des ressources propres suffisantes que pour pouvoir rembourser les 750 milliards et pas obliger l'ensemble des États membres à contribuer plus que ce qu'ils sont déjà engagés à faire dans le cadre des accords sur le cadre financier pluriannuel. Maintenant, on s'est donné le temps, hein, puisque ces 750 milliards devront être remboursés au plus tard en 2058. Donc, ce seront effectivement des délais extrêmement longs qui permettront effectivement, on l'espère vraiment, entre-temps d'avoir trouvé de nouvelles sources de financement du budget européen. Mais ce qui est effectivement tout à fait nouveau et qui démontre que même si l'Union européenne passe par des crises d'absence, ou en tout cas de faiblesse de solidarité, on est arrivé quand même à obtenir même des fameux frugaux un accord de mutualiser la dette. Et ça n'aurait jamais été possible, évidemment, si Angela Merkel n'avait pas mis tout son poids dans la balance politique pour dire que l'Allemagne est d'accord avec ça. En contrepartie, je l'ai dit tantôt, ce sera limité dans le temps, c'est pour la partie Next Generation EU, 2021-2023, et c'est conditionné effectivement à la présentation de plans de relance qui comportent effectivement des réformes et des investissements productifs. Très bien, je vous remercie. Alors justement, c'est intéressant parce que vous avez quasiment fait la transition sur la partie sociale, mais juste avant de passer à cela, je voudrais avoir la réaction de Monsieur Soabinet sur justement cette question qui vient d'être abordée avec Monsieur Baudry. Sur la capacité d'emprunt, oui, effectivement. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, monsieur? Sur la capacité d'emprunt, oui, de fait, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul, de manière générale en tout cas. Et donc sur les marchés financiers, de fait, la signature, comme on dit dans le monde financier, est peut-être plus fiable dès lors que l'Union européenne et surtout, il faut bien le dire, M. Baudry vient de le dire, l'Allemagne, mais sont nihil obstat à l'exercice. Pour autant, il faut bien garder à l'esprit que même si les délais sont longs, on parle bien de dette. C'est-à-dire que cet argent, ces 750 milliards qu'on trouvera sans souci, vous avez des tas de fonds de pension, d'établissements financiers qui ne savent quoi faire de leur argent et qui diront, oui, même à échéance de 2058, on va mettre des billes, si vous me passez l'expression, dans ce projet. Ça, oui, c'est ça. Il y a aucun trouver de l'argent, je dirais, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il viendra un jour. Alors probablement ni pour Monsieur Baudry ni pour moi, mais pour vous, où il faudra rembourser. Et ces 750 milliards, il faudra trouver les 750 milliards équivalents plus les intérêts, puisque les gens ne prêtent pas, enfin de manière générale, pour Prodeo, et qui plus est, on est dans
dans un contexte économique et bancaire qui fait que les taux sont très faibles ces derniers temps, rien ne garantit que d'ici 2058, bien malin qui pourrait le dire, même nul ne s'y risquerait, quelle sera la situation au taux bancaire en 2058 ou même d'ici 2058. Donc, cette politique de l'emprunt, oui, c'est très bien de marquer la solidarité entre nous. C'est pas moi qui dirais le contraire, mais cette solidarité, elle aura un coût. C'est-à-dire que, ou bien effectivement, les États à qui on prêtera, et ça effectivement on le doit en bien ou en mal, je ne sais pas, mais peu importe. Mais on le doit aux frugaux, effectivement, qui ont mis pour leur coup tout leur poids dans la balance pour que ces 750 milliards ne soient pas quasi intégralement, voire intégralement des subventions, mais que ce soit bien des prêts, d'une part. Et donc ces prêts qui seront faits, il faudra bien que ceux à qui on a prêté remboursent avec les intérêts. Et qui plus est, les subventions, alors ceux qui ont bénéficié des subventions ne remboursent pas les subventions, bien évidemment, mais celui qui a fait les subventions, la commission en l'occurrence, devra, elle, rembourser. Et Madame Thatcher disait, je ne connais pas l'argent, je ne sais pas ce que c'est que l'argent public, je ne connais que l'argent du contribuable. L'argent de la Commission européenne, c'est aussi l'argent du contribuable. C'est aussi l'argent des États membres. Et qu'on le veuille ou non, c'est dans la même poche. Enfin, je ne veux pas faire des formules faciles, mais à la fin du compte, il faudra bien rembourser. Alors, il fallait faire quelque chose, c'est indéniable. Pour autant, c'est vrai qu'on s'est lancé là dans un projet titanesque, hein, c'est un fait, mais à long terme, c'est un fait, mais comme pour les vaccins tout à l'heure, d'une certaine manière, hein, comparaison n'est pas raison, mais comme pour les vaccins tout à l'heure, l'histoire, et pas l'histoire dans 200 ans, hein, mais l'histoire évaluera si le jeu en valait la chandelle, si vous me passez l'expression. Donc, le juriste que je suis mettra une petite réserve, une question qui mérite d'être posée peut-être, c'est la base juridique de toute cette construction. Parce qu'on a travaillé, comme on dit, à traité constant. C'est-à-dire que tout ce qui était jusqu'à maintenant interdit devient possible. M. Baudru parlait, enfin, vous répondez à votre question tout à l'heure sur notamment la règle des 3%. Elle était jusqu'à maintenant gravée dans le marbre. Et alors, j'ai pas l'histoire, j'ai pas eu le temps de vérifier le timing exact de ce qui s'est passé, mais de mémoire, lorsque la Commission a mis en œuvre cette clause dérogatoire, elle l'a plus fait a posteriori, en réaction à des mesures qui avaient être de toute façon déjà prises des États membres. Et donc, finalement, elle a fait une forme de régularisation a posteriori en absolvant, d'une certaine manière, si je veux rester dans le langage de l'ICES, les États membres en leur disant, voilà, oui, vous avez effectivement fait des dépenses, engagé des frais, etc. Vous allez dépasser les clous, enfin sortir des clous, pardon. Donc, on va activer la clause dérogatoire pour éviter que ça se voit trop. Voilà. Et en ce sens, effectivement, je me permets d'apporter ma petite réponse à la question que vous aviez posée à M. Baudru. Dans ce sens, cette dérogation, elle durera autant que je le crains. Le principe des 3% est bon, effectivement. Comme père de famille, n'importe quel père de famille raisonnable, c'est la gestion bon père de famille, hein, le Code civil français en parle, on parlait en tout cas, je ne sais pas si la formule y est encore, on ne dépense pas plus qu'on ne gagne. C'est un bon principe. Voilà. Donc personne ne conteste le principe, mais la dérogation durera autant que les États membres en auront besoin.
je ne pense pas qu'un jour, même si la présidence de la Commission européenne devait revenir à un frugal néerlandais, que celui-ci se risquerait à remettre immédiatement en vigueur la règle des 3%. On va devoir avancer et passer à la troisième partie, la partie sociale, et on va notamment aborder l'impact sur les jeunes. Comme vous l'avez évoqué, face à la situation actuelle, la jeunesse n'a pas confiance dans l'avenir, notamment les étudiants. On craint le chômage et les difficultés à trouver un emploi, notamment dans les domaines tels que l'industrie aéronautique, qui jusqu'à présent ne craignait pas la crise, et situation similaire maintenant dans le secteur tertiaire. Donc, la crise du coronavirus pourrait déboucher sur la création d'une génération quarantaine, de par ses répercussions négatives sur les perspectives d'emploi des jeunes. Donc, ma question à M. Baudru, quelle est l'action de la Commission européenne pour faire face à cela, donc pour les jeunes? Alors, je vais peut-être partir d'un niveau très macro, mais je crois que c'est important de souligner que dans ce plan de relance, et une bonne partie de ces 750 milliards, ne vont pas être utilisés simplement pour reconstruire le monde d'avant. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il y a eu, au début de la nouvelle commission von der Leyen, un accord unanime entre le Parlement européen, le Conseil, y compris le Conseil européen et la Commission, sur la nécessité de préparer notre continent et l'Union européenne au monde de demain. Et ce monde de demain, c'est un monde qui est respectueux de son environnement, qui adopte des mesures radicales parfois peut-être, mais absolument indispensables pour stopper l'augmentation de la température du globe, et aussi un continent qui doit véritablement rentrer corps et biens, je dirais, dans la transition numérique. On ne peut pas laisser le reste du monde avancer sans nous sur ces sujets-là. Il est vrai que pour la question du climat, on est certainement bien à l'avance par rapport aux autres, mais on se rend compte quand même que finalement, on a convaincu la plupart des autres. Enfin, on avait un petit problème avec le locataire de la Maison-Blanche pour le moment, mais celui qui va reprendre sa place a l'air d'être beaucoup plus engagé sur la question climatique, donc c'est une bonne chose. Ces deux priorités essentielles sont des conditions pour une croissance beaucoup plus solide et beaucoup plus durable, dans tous les sens du terme, demain en Europe. Et donc, c'est vraiment créer les conditions pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent trouver effectivement des débouchés professionnels demain en Europe, avec effectivement une Europe qui doit être à la pointe des technologies environnementales, des technologies numériques. Et comme dit Thierry Breton, le commissaire français au marché intérieur, à la défense et à l'espace, on oublie souvent qu'en termes de brevets, l'Europe est la championne du monde, en fait. Quand on met ensemble les brevets déposés par des inventeurs, des entreprises, etc., c'est en Europe qu'il y a le plus grand nombre de brevets. Donc, on regarde toujours Elon Musk et d'autres numériques comme étant des génies Thierry Breton, le commissaire, mais c'est pas vrai. Donc, on a un potentiel industriel d'innovation. On oublie souvent qu'en termes de brevets, il faut justement lui donner les conditions, la capacité de se déployer au maximum. Donc, le plan de relance, il va être, comme je l'ai dit, concentré sur un certain nombre de réformes et d'investissements productifs. Donc ça va créer, effectivement, contribuer à créer cet environnement pour les métiers de demain. Mais il est aussi prévu que une des priorités d'investissement soit consacrée à l'éducation et à la formation professionnelle, justement, en particulier pour permettre aux jeunes d'acquérir ces compétences numériques qui seront indispensables pour les métiers de demain. Donc, il y a au niveau des investissements majeurs de l'Union européenne une priorité qui est portée là-dessus, mais il y a évidemment toutes les autres initiatives, comme par exemple la stratégie pour les compétences qui a été lancée en juillet de cette année et qui porte effectivement sur un certain nombre d'actions dont certains sont la prolongation d'initiatives qui avaient été prises auparavant, mais d'autres qui sont quand même assez nouvelles. Il y a le fameux pacte pour les compétences, qui est une sorte de contrat, je dirais, sociétal avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le monde de l'enseignement,
de la formation professionnelle, de l'apprentissage, mais aussi les organismes d'organisation des marchés de l'emploi, et surtout, évidemment, les employeurs, que ce soit les administrations ou le privé, pour que tout soit fait, effectivement, pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir des perspectives d'emploi, d'identifier bien à l'avance, ça c'est aussi une autre priorité de la stratégie pour les compétences, d'identifier aujourd'hui quelles seront les compétences dont on aura besoin demain. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est vrai que la technologie évolue très, très vite. Donc, il faut anticiper aujourd'hui les compétences de demain et permettre à ces jeunes d'obtenir ces compétences en temps et en heure. Il y a d'autres propositions, par exemple, la fameuse initiative Université européenne, qui, à mon avis, effectivement, a cette, comment vais-je dire, cet atout de pouvoir mettre à terme une vingtaine d'universités européennes au sein d'un réseau, au sein desquels donc, les étudiants pourront obtenir un diplôme en combinant des études dans plusieurs pays de l'Union européenne, ce qui contribue effectivement à la compétitivité internationale des universités européennes, mais surtout à construire un CV pour ces jeunes qui aura effectivement une valeur très, très importante sur le marché de l'emploi. Les compétences pour accompagner la double transition, évidemment, donc le climat et le numérique. Initiative sur les comptes de formation individuelle, ça c'est important. Il n'y a pas que les étudiants, effectivement, de hautes écoles, universités. Il y a tous ces jeunes qui sont entrés dans l'apprentissage, dans la formation professionnelle. Il faut leur permettre, effectivement, de s'enrichir tout au long de la vie, tout au long de leur vie active avec de nouvelles compétences. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi bien dans les propositions budgétaires dont on a parlé avant que dans les initiatives spécifiques que nous avons lancées dans le cadre, effectivement, de la politique sociale associée à la politique de la formation professionnelle. Merci. Alors, Monsieur Sobinet, très rapidement, en quelques phrases, peut-on dire en fait que cette crise du coronavirus a été synonyme de repli sur soi des États membres ou plutôt de solidarité? Monsieur Baudru, au cours de la conférence, a commencé déjà à répondre à la question. Donc, en quelques phrases, qu'en pensez-vous surtout? Je pense avoir aussi répondu déjà en partie tout à l'heure en disant que on ne peut pas, selon moi en tout cas, présenter les divergences qui peuvent apparaître parfois, qu'elles soient politiques ou politiques au sens politicien du terme, ou politiques dans le sens du contenu des mesures, des orientations qu'on donne, plus libérales, plus étatistes, etc. On ne peut pas présenter ces divergences entre les États membres comme des replis sur soi. Je répète tout à l'heure, je réponds rapidement à M. Baudru. Il ne s'agissait pas d'apprécier le contenu de ce que font les gouvernements hongrois ou polonais. C'est juste la légitimité qui est la leur pour le faire. On peut considérer effectivement que telle ou telle mesure est contraire aux valeurs. C'est un fait, vous avez absolument raison. Il y a une forme d'incohérence, vous avez parfaitement raison, mais pour autant, cette incohérence, elle est fondée sur une légitimité démocratique. Il y a eu une élection. Alors, on peut dire les gens ont mal voté, peut-être, on peut considérer ce qu'on veut, mais le fait est que ce n'est pas une mesure qui vient comme ça ex nihilo. Il y a eu une campagne, une élection, et ces gens ont été élus. Donc, il y a une légitimité. Et donc, je ne parlerai pas, non, pour être très bref, je ne parlerai pas de repli sur soi. Non, simplement, il y a une dimension qui peut-être échappe par nature à l'institution, à la construction, aux institutions de la construction européenne, c'est la dimension justement politique. Je me revient en tête une phrase que je prends souvent, qui était une phrase de Jacques Delors, qu'il avait prononcée en 85, je crois. Il était président de la Commission européenne et il parlait de la construction européenne, enfin des institutions européennes, comme, je cite, d'un OPNI. Il définissait ça comme un objet politique non identifié. Et c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Donc, on ne peut pas parler de repli sur soi parce qu'on a des États membres qui ont une histoire, qui ont une légitimité, qui ont une assise historique
les construit et qui les pose. Et en face, on a cet OPNI, on ne peut pas qualifier M. Delors d'eurosceptique ou de quoi que ce soit, de tel. Et même lui définissait ça comme un OPNI. Voilà, cet OPNI. Et ça l'aide. Il parlait de ça en 85 de mémoire. Et c'est exactement encore ça. Donc, il n'y a pas de repli sur soi. Il y a juste le fait que dans un État, et pour rester dans le sujet, et je finis, pour rester sur le sujet du Covid, quand il y a une crise de cette ampleur qui se présente à nous, le premier réflexe de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos contemporains, c'est de se tourner vers ce qu'il y a de plus près de chez eux. C'est quand vous avez un souci, vous n'allez pas chercher, si vous avez le feu chez vous, vous n'allez pas téléphoner à la caserne de pompiers de Strasbourg. Si vous êtes à La Roche-sur-Yon, vous allez appeler les pompiers de La Roche-sur-Yon. Eh bien voilà, quand il y a une crise, le premier acteur qu'on va chercher pour répondre à la crise, c'est celui qui est le plus proche, c'est celui qu'on juge le plus efficace, et c'est les États. Et ce n'est pas du repli sur soi, c'est juste un phénomène politique, au sens de police, de la vie de la cité. C'est un phénomène politique normal. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour finir cette session de questions, je vous propose une question en 1 minute chrono. C'est un nouveau concept qu'on fait dans nos conférences. L'idée, c'est que vous avez 1 minute pour répondre à la question que je vais vous poser. C'est la même question pour les 2 intervenants. Alors, on commencera par M. Baudru. Selon vous, l'Union européenne est-elle efficace dans sa réponse? Vous avez 1 minute. Alors, je pense que compte tenu des compétences et des moyens dont l'Union européenne dispose aujourd'hui et le rôle de la Commission là-dedans, la Commission, effectivement, a fait preuve d'énormément d'innovation et de courage politique en proposant ce qui a été proposé et qui, dans la très grande majorité des cas, a été soutenu et par le Parlement européen et par le Conseil des ministres et les États membres. Alors, je pense que oui, à l'aune, si on veut, des capacités d'intervention de l'Union européenne, la Commission a été efficace, mais elle a aussi mis en évidence les faiblesses du système actuel, et c'est pour ça qu'on a proposé cette Union européenne de la santé pour corriger ces faiblesses et avoir une capacité de réaction rapide, efficace, etc. Donc, on doit encore faire des progrès, mais on a fait le constat, ça c'est très important, et on a fait des propositions pour que les choses s'améliorent. Maintenant, il faut que tout le monde travaille ensemble et regarde dans la même direction. Et j'espère effectivement que les États membres très rapidement approuveront ces différentes orientations. Très bien, 58 secondes, c'est formidable. Alors, même exercice pour Monsieur Solebinet. Je vous repose donc la question. Selon vous, l'Union européenne est-elle efficace dans sa réponse? Vous avez 1 minute. Bon, le challenge est très haut, il faut que je fasse pas plus de 58 secondes, j'ai déjà perdu quelques-unes. Je dirais oui, de fait, je suis assez d'accord avec M. Baudru. Dans la limite de ses compétences, effectivement, dans les compétences qui sont les siennes, elle a fait ce qu'elle a pu, comme je le disais au début. Finalement, elle n'a pas forcément fait plus mal que bien des États membres dont on critique la gestion. Je pense que ça a commencé par la France, mais il n'y a pas le seul. Je crois que peu de gouvernements échappent à la critique de leurs nationaux. Pour autant, je crains effectivement qu'elle n'en profite pour élargir son champ de compétences, comme M. Baudru vient de le dire et comme Mme von der Leyen en a parlé. Ce n'est pas le but. Je pense que c'est un danger. On a bien vu les lourdeurs qui sont propres à l'Union européenne et que dans des situations comme celle-là, ce n'est pas la lourdeur qui est utile, c'est justement la légèreté, si je puis dire, ou la rapidité de décision. Et la minute est écoulée, monsieur. Et c'est fini. Je sais que l'exercice n'est pas évident, même pour nous étudiants, déjà, quand on nous demande de couper, c'est parfois compliqué. Non, mais vous faites bien. Sinon, mais merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, nous arrivons au terme de cette conférence. Donc, on a tenté d'apporter ici des réponses à une situation très complexe, tant sur le plan sanitaire et économique et social. Donc, l'Union européenne a décidé de faire de cet obstacle à la fois un test dans sa structure et son fonctionnement, mais aussi une opportunité d'accroître ses compétences, de renforcer la solidarité entre les États membres et d'apporter une projection économique pour la génération à venir. Une projection, comme on l'a dit, portée par une économie verte et tournée sur le développement des nouvelles technologies.
Donc, on vous remercie énormément. Vas-y, Audrey. Merci à vous d'être venus. Polythéa sera toujours présente en 2021. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est partout, sur Twitter, Instagram, LinkedIn, notre site internet également, Facebook. Et surtout, on espère vous retrouver en présentiel pour les conférences qui débuteront mi-janvier, fin janvier 2021. Sinon, en attendant, sur Instagram, vous avez le calendrier de l'Avent, parce que Polythéa vous accompagne tout au long des fêtes de Noël. Et n'hésitez pas aussi à favoriser votre émulation intellectuelle avec les articles de La Ruche que Polythéa a l'habitude de publier assez régulièrement. Donc, bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Joyeux Noël et à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Commerces non essentiels resteront fermés pendant le confinement. Nous sommes en guerre. J'ai décidé d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant
la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus. Sentiment d'injustice à l'endroit des commerçants. Il n'y aura aucune possibilité pour les coiffeurs à domicile d'exercer. Un nouveau reconfinement. C'est le scénario du... Et tous ces commerces, on les reçoit, on les accompagne, on prépare.